Trump ne voulait pas recevoir Zelensky. Zelensky, quand même, arrivait dans une situation où, il est traité de dictateur, de voleur. Il était en train de parler à deux hommes, dont l'un au moins fait de sa politique le fait de se rapprocher avec Vladimir Poutine. Il aurait dû se rendre compte que les choses avaient changé et il aurait dû s'adapter. Alors, il s'est pas adapté. Et là, les Européens, ceux qui brassent de l'air, sculptent l'air chaud, depuis 10 jours, et disent en avant, soutenez-les, on y va. Ils ont pas fait veto lundi, alors qu'ils pouvaient le faire. Je pense que ce théâtre n'était pas prévu. Il faut bien qu'on se rende compte de ce qui va se passer. Sans aide militaire, c'est fini pour l'Ukraine, elle ne peut pas tenir. La situation, actuellement, Catastrophique. elle est catastrophique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Georges Renard-Kuzmanovic, spécialiste des questions géostratégiques et également président de République Souveraine, ainsi que Jacques Sapir, économiste. Vous êtes tous les deux bien connus de Front Populaire. Alors ensemble, nous allons parler de l'Ukraine. Alors Dieu sait qu'il y a énormément de choses à dire, surtout en ce moment. Je vous propose, dans cette première partie, de revenir sur cette rencontre un peu folle qui a eu lieu le vendredi 28 février entre le président ukrainien, le président américain et son vice-président. Le tout devant la presse. Alors, est-ce que vous avez compris la tonalité de ces 10 dernières minutes, alors que finalement, les 30 premières minutes de cette conférence, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, étaient plutôt, finalement, assez sereines? Le problème est très simple. Trump et son vice-président, Vance, étaient dans l'idée, si Zelensky vient, c'est qu'il accepte nos conditions pour faire la paix. Par contre, Zelensky est allé dans l'idée, moi je viens pour continuer d'affirmer la position ukrainienne. Alors, position qui avait été évidemment confortée par ces discussions avec les dirigeants de l'Union européenne, qui, d'une certaine manière, ont volontairement ou involontairement chauffé un petit peu Zelensky pour lui dire non, il faut vraiment que tu rappelles les fondamentaux, etc. Et évidemment, avec Trump, ça marche pas. Ça marche pas parce que Trump a un certain ego, et même un ego certain. Il pense qu'il est, une expression très américaine, the biggest kid on the block, c'est-à-dire le môme le plus grand et le plus fort du pâté de maison, et il supporte pas qu'on le remette en cause. Alors, là où il y a un vrai problème, on sait que Trump ne voulait pas recevoir Zelensky. En tous les cas, il préférait que l'accord soit signé. Après, il aurait pu le recevoir. C'est Emmanuel Macron qui, visiblement, et ça, toutes les sources diplomatiques que je peux avoir me le confirment, qui a vraiment insisté auprès de Trump, a aussi insisté auprès de Zelensky. Mais s'il l'a fait, ce qu'il n'a visiblement pas fait, c'est qu'il n'a pas prévenu Zelensky de la personnalité de Trump, en fait. Alors, en plus, il y a un passif de Zelensky par rapport à Trump et à son équipe. Le fait que Zelensky ait refusé d'ouvrir le dossier de Hunter Biden pendant la campagne de 2020, donc il y a plus de 4 ans, et le fait que au début il a fait campagne pour Biden aussi, là. Quoi? Oui, il a fait campagne pour Biden. Et là, il a fait campagne pour Biden, ce qui est une bêtise, parce que on ne joue pas avec ce genre de choses. On voit très bien que l'élection était disputée, que ce soit Biden ou Kamala Harris face à Trump, ça allait se jouer sur assez peu de choses. En fait, ça s'est joué sur nettement plus, mais en faveur de Trump. Et donc, la première attitude à avoir dans ce cas-là, c'est de dire, nous remercions les Américains, nous négocierons avec le président qui sera élu. Et on s'en tient là. Là aussi, il n'a pas été aidé par les Américains, Jacques, puisque eux-mêmes ont fait campagne pour Joe Biden et ont même traité, pour certains, Donald Trump d'Hitler. Oui. Donc, le Zelensky est tout le temps chauffé. C'est-à-dire qu'il est chauffé par les néoconservateurs américains avant, chauffé par les européistes obéissants aux néoconservateurs. Et j'ai pas une grande sympathie pour Zelensky, mais il se retrouve dans une situation où il est chauffé à blanc. Boris Johnson est venu en mars-avril 2022 pour l'empêcher de signer le mémorandum sur Istanbul.
en lui disant non, combat, tenez bon 6 mois, nous on va les détruire économiquement, on va mettre l'économie russe à genoux, tenez bon, vous voyez les armes, allez, pendant 3 ans, en l'emmenant à Hollywood, en l'emmenant à Cannes, en le mettant comme étant le Churchill, De Gaulle, réincarnation des deux, ça monte un peu la tête. Et tout à coup, hop, en une semaine, faut que tout s'arrête. Ouais. Parce que ce que moi cette semaine, j'ai trouvé un peu une farce communicationnelle et un spectacle, un théâtre. Parce que ça, c'est l'écume des jours. Ce qui s'est passé dans le bureau ovale. 5 jours avant, lundi 25 février, à 11h du matin, heure de New York, les États-Unis et la Russie passent avec la Chine une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qui enlève la responsabilité de la guerre à la Russie et qui, en gros, on comprend que les territoires conquis par les Russes sont conquis par les Russes. Et là, les Européens, ceux qui brassent de l'air, sculptent l'air chaud depuis 10 jours, et disent en avant, soutenez-les, on y va. Hier, à l'Assemblée nationale, c'était ridicule de voir Monsieur Bayrou, le Premier ministre, dire on sera toujours derrière l'Ukraine, Gabriel Attal. Ils ont pas fait veto lundi, alors qu'ils pouvaient le faire. Ce qui fait que déjà, la rencontre entre Macron et Trump, 6 heures après ce abandon en race campagne de l'Ukraine, et ne signifiait plus rien. Ni la visite de Starmer, ni la visite de Zelensky. Zelensky, quand même, arrivait dans une situation où, il est traité de dictateur, de voleur, qu'il ne fait pas d'élection, qu'il a perdu la guerre. Ouais, mais tu vois, c'est justement là où il aurait dû se rendre compte que les choses avaient changé et il aurait dû s'adapter. Alors, il s'est pas adapté. Trump... Si je peux me permettre. Oui. Non seulement il s'est pas adapté, mais j'ai bien écouté toute là, parce qu'on met tout le temps. J'ai vraiment tout écouté, et avec un petit logiciel, j'ai bien écouté pour savoir s'il avait dit ce qu'il avait dit. Parce que quand J.D. Vance le dit, votre armée est tellement en mauvaise posture que vous devez kidnapper des gens dans la rue pour les envoyer au front. Ce qui est entièrement vrai. Ce qui est vrai. Alors, pas que, il y a aussi des gens qui se battent réellement, mais bon. Oui, bien sûr. Et là, dans le bureau ovale, Zelensky dit Souka. Oui. Il le dit, on l'entend en fait quand on. Oui, et en fait, tout à fait. Donc si moi je l'ai entendu avec un petit logiciel, je pense qu'on l'a transmis à Donald Trump et J.D. Vance après. Oui, après, parce que mais sur le maintenant, moment, ils ont dans le bureau ovale quelqu'un qu'ils ont invité qui leur a dit fils de pute. Voilà. non, ok. Voilà. Bon. Donc c'est une injure. Je pense violente en russe. Pardonnez-moi, je suis obligé de réagir un peu avec ça. Comment ça se fait que justement personne d'autre que vous ne l'ait entendu de manière aussi... Mais tu dit, j'ai vérifié. J'ai voulu vérifier, j'ai vérifié par moi. C'est à ce moment-là d'ailleurs où l'ambassadrice ukrainienne à Washington se tient les mains, elle dit putain, il a pété les plombs, il comprend pas. Alors, par ailleurs, Trump et Vance ont profité de l'occasion pour régler un espèce d'arriéré avec Zelensky, dû à son sapot. Oui, mais dû à son comportement envers Trump et envers surtout la deuxième candidature de Trump. Bon, et ça explique effectivement le théâtre. Mais je pense que ce théâtre n'était pas prévu et qu'il a échappé au contrôle des uns et des autres. D'abord, Zelensky, je pense pas qu'il avait prévu que ça monterait aussi haut. Et Trump, bon, il pouvait penser, oui, allez, on va un peu tenser ce gamin parce que commence à faire chier. Hein. Donc, on va lui rappeler qui a le bâton. Il voulait le faire comme ça. Voilà. Bon, comme avec Macron. Et c'est parti un peu plus loin. Et voilà. Et là, ça a dérapé, et ça a dérapé essentiellement à cause du comportement de Zelensky. Après, ce qui est intéressant, c'est que y compris des amis républicains de Zelensky. Je pense au sénateur Lindsey Graham. Oui, ça... Immédiatement, on dit ce qu'a fait Zelensky n'est pas acceptable. Il ne peut plus être un partenaire dans les négociations. Et ça, il y a très 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 peu de gens en France, hein, beaucoup plus aux États-Unis, parce que aux États-Unis, on connaît le poids de Lindsey Graham, qui est pas un farouche supporter de Trump. Hein, qui était c'est un sénateur républicain de Caroline du Sud. Voilà. C'est un va-t-en-guerre néoconservateur parmi les plus tout à fait. hardcore. Tout à fait. En soutien de l'Ukraine, destruction de la Russie, enfin il est voilà. Total. D'ailleurs, assez lié au groupement évangéliste américain. Bon. Mais ça a été quelqu'un qui s'est rallié à Trump, mais qui fait pas partie
de l'équipe d'origine de Trump. Le fait qu'il ait immédiatement soutenu Trump et qu'il ait d'une certaine manière discrédité Zelensky en disant voilà, Zelensky, on pourra plus discuter avec lui, ça c'est extrêmement important et tous les analystes américains, eux, l'ont remarqué. Il faut bien qu'on se rende compte de ce qui va se passer. Parce que là, ils sont en train de le... Je suis entièrement d'accord avec Jacques. Ils ont décidé de le débrancher et son attitude dans le bureau ovale leur facilite grandement la tâche. Absolument. Alors, là, on a quelque chose qui, quand même, on a l'annonce immédiatement derrière de l'arrêt de l'aide américaine dans la réparation des centrales électriques. J'en suis à peu près sûr des sources que j'ai. Les opératifs CIA seraient rappelés. On a Tulsi Gabbard qui maintenant dirige le renseignement américain, qui va pas du tout avec le dos de la cuillère. Et on a, l'annonce hier soir pour nous, en fin d'après-midi aux États-Unis, de l'arrêt de l'aide militaire est suspendue. Sans aide militaire, c'est fini pour l'Ukraine, elle ne peut pas tenir. Il n'y a pas assez en Europe pour le faire. On disait le jour, c'est le patron de Rheinmetall qui disait on n'a plus rien sur les étagères en Europe, donc on n'a pas grand-chose à envoyer en vrai. Mais surtout, on ne sait pas ce qui va se passer du coup de grâce que peuvent infliger les Américains suite à cette rencontre, à savoir 2 coups de grâce, l'arrêt du renseignement militaire américain. Et des communications, oui, l'ensemble. L'ensemble des communications et Starlink. Si Starlink est débranché, les drones ukrainiens ne fonctionnent plus. Et c'est les 3/4 des pertes russes sont infligées par les drones. C'est le dernier élément, au moins à égalité avec les Russes, qu'ont encore les Ukrainiens. Si ça saute. Et sinon, plus le renseignement militaire, donc les mouvements des troupes, parce que les Ukrainiens n'ont pas de satellites, n'ont pas tout le système. Ça va même au-delà du renseignement. C'est ce qu'on appelle, en termes militaires, le C3I. C'est-à-dire que ce sont en fait les Américains qui, depuis les bases OTAN, assurent la totalité. Donc commandement, communication. Et le 3e C, c'est commandement, communication et coordination et intelligence, donc et renseignement. Bon, ce sont eux qui l'assurent et qui transmettent les données, qui permettent en particulier aux Ukrainiens de cibler des cibles particulières en Russie et sur les forces russes. De manière relativement efficace. Si ça disparaît, l'armée ukrainienne se retrouve sans structure de commandement et de renseignement, et ce que tu as dit, et c'est ça qui est très important, de communication. Parce qu'effectivement, si Starlink est retiré aux Ukrainiens, là c'est la fin. Alors, et ça permet aussi autre chose pour les Russes, parce que s'ils sont aveugles, tout à coup, ce qui n'est plus possible, parce que là, chaque guerre entraîne des changements dans la guerre. Là, l'un des problèmes, c'est que tout ce qui s'apprend dans les écoles militaires n'est plus applicable. C'est-à-dire la concentration des forces pour lancer une offensive n'est pas possible, parce que dès qu'on dépasse la compagnie, c'est-à-dire 120, 150 soldats, ça se repère très, très facilement. Et ça peut être frappé par les drones. C'est difficile à arrêter. Mais si vous êtes aveugle, ou très aveugle, ça va permettre aux Russes de faire des concentrations de force. Et là, c'est pas pareil. Vu le volume de soldats et de matériel russe sur le front, s'ils peuvent à nouveau faire des concentrations de force, comme on fait dans ce genre d'opération, là, ça implique des offensives beaucoup plus dures dans la profondeur ukrainienne. Je reviens sur cette confrontation entre Zelensky et Donald Trump et J.D. Vance. Parce que vous dites que l'attitude de Zelensky n'a pas été la bonne. Alors, j'ai bien noté cette histoire d'insulte. En revanche, moi, j'ai regardé également les 40 et quelques minutes que dure la réunion, et à titre personnel, je n'ai pas vu de comportement particulièrement agressif de la part de Zelensky, ni méprisant. Donc, qu'est-ce que moi, je n'ai pas compris? Qu'est-ce qui fait, selon vous, que justement la situation a dérapé? Quelles ont été les erreurs de Zelensky? Tout simplement, de rappeler son discours d'origine, de traiter de tous les noms Vladimir Poutine. À la limite, qu'il le pense, il le pense. Mais il était en train de parler à 2 hommes, dont l'un au moins fait de sa politique le fait de se rapprocher avec Vladimir Poutine. Quand on sait ça,
On sait très bien que c'est pas la peine de dire mais Poutine est un assassin, c'est un agresseur. Ça ne sert strictement à rien. Le rappeler pourquoi ? Pour être celui qui l'aura rappelé à un moment donné dans le bureau ovale. Ça n'aide pas l'Ukraine. Ça, concrètement, ça n'aide pas l'Ukraine. Donc, il a été dans l'attitude du gamin qui, face à ses parents, dit « mais j'ai raison, je veux avoir raison », etc. Et Trump, bon, qui a aussi un ego, est plutôt développé, bah, évidemment, il n'a pas supporté. Mais quand on sait cela d'emblée, bah, on sait qu'il y a des choses, admettons même que ce soit vrai, mais c'est pas la peine, ça ne sert à rien de les avancer. Ou à la limite, si on était dans une réunion fermée, sans les caméras, parce que Trump réagit aussi aux caméras, et Trump, c'est un homme de télévision. This is good television. Tout à fait, il faut jamais l'oublier. Bon, il peut pas accepter publiquement de se faire contredire. Ça aurait été dans le bureau ovale sans personne, bon, je pense qu'il l'aurait mieux supporté. Mais là, il ne supportait pas. Bien sûr que ce que dit Jacques, ce que j'allais dire, c'est fondamental. Et on a là encore un problème qui est lié à nos dirigeants européens. À commencer par Emmanuel Macron. Ce sont des gens qui oublient, en tout cas pour Emmanuel Macron, totalement, qui visiblement on ne sait pas comment se font des relations de chef d'État à chef d'État. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Publier, d'ailleurs comme Trudeau, publier une discussion avec Vladimir Poutine, en se moquant de lui, avec des journalistes qui se moquent de lui. Plus personne n'a voulu faire ça avec Emmanuel Macron. Aller discuter le bout de gras avec devant sa population, avec le président Tshisekedi en RDC. Encore un exemple. Mais il y en a beaucoup, je peux en faire. Mais ça ne se fait pas. On peut se retrouver là, à huis clos et s'insulter. Celui-là, c'est un connard, je signerai rien. Si tu vas signer. Et après, on passe devant les... C'est classique, ce que font très bien les Russes. Les Russes, alors, on a une sorte de mur à chaque fois de glace dans les conférences de presse. Derrière, ça se passe pas exactement comme ça. Pour ceux qui suivent comment se font les choses. Mais c'est comme ça que se mènent les discussions. Et là, on a autre chose encore qui est une sorte d'influence d'Emmanuel Macron. Zelensky ne parle pas très bien anglais. Oui. Il va dans le bureau ovale. C'est très symbolique. C'est rempli. Ça ressemble à un piège. Il y a des journalistes partout. On passe en ukrainien. Ukrainien interprète. Et vous savez pourquoi ? Parce que quand vous parlez votre langue, il y a la traduction. Ça vous laisse le temps, vous, surtout si vous comprenez l'anglais, parce que je pense qu'il le comprend très bien. Par contre, exprimer clairement, on a vu qu'il a du mal. Comme a du mal Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron veut faire pareil. Il veut être dans le bureau ovale et parler en américain avec le président. Non, il est français, parle en français, ce qui fait qu'il y a la traduction dans l'oreille du président américain. Il a sa traduction à lui. Et dans ce genre de situation, quand on parle de guerre, de risque, de sécurité internationale, c'est bien d'avoir 10-20 secondes en plus pour être sûr de ce qu'on va dire. Or, ça, ils l'ont pas fait. Ça, c'est la faute de Zelensky. Ça ne se fait pas. Et depuis qu'il est président, maintenant, ça fait 5 ans, dont 3 ans en guerre, c'était vraiment stupide. Et là, voilà. Si, pour ceux qui un jour présideront ce pays, c'est vraiment pas une bonne chose à faire. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'avoue que quand je suis en représentation officielle, en privé, c'est autre chose. Bon, en représentation officielle, je demande toujours, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Russie, je demande toujours une traduction. Et c'est pas pour comprendre mieux, c'est pour avoir le temps de m'adapter, pour ne pas réagir dans l'instant. Donc pour avoir le temps de réfléchir. Oula, bon. On vous voit qu'il s'agace, s'énerve, il cherche ses mots. Et il cherche à réagir immédiatement. Ce qu'il ne faut jamais faire. Jamais. Ça va être la dernière question de cette petite partie. C'est autour de cette conférence, il y avait la question des terres rares. C'est une problématique finalement assez récente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle importance revêt cet accord pour l'avenir de l'Ukraine ? C'est assez simple. D'abord, les terres rares, il y en a pas tant que ça en Ukraine, il faut le savoir. Mais pour Trump, c'était une manière de dire, ils vont payer, ils vont nous rembourser. Le contribuable américain, il va rentrer dans ses sous. Point. 2, c'est aussi une manière d'humilier Zelensky. Ouais, toi, tu vas signer un accord. Bon. Et la troisième chose qui était la chose non dite, mais qui était très importante, c'est
S'il y a des entreprises américaines en Ukraine qui exploitent les terres rares, les quelques terres rares qu'il y a, c'est une forme de garantie. C'est pas la garantie que demandait Zelensky, c'est pas l'engagement d'une intervention américaine en cas de, etc. Mais c'est quand même une forme de garantie. Et c'est pour ça que, toute honte bue, il aurait dû accepter de signer cet accord, ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et d'ailleurs, c'était ce qu'attendait Trump. Trump attendait que la première chose que dise Zelensky, c'était « Merci, Monsieur le Président, nous allons signer l'accord que vous avez proposé ». Non. Et Zelensky, il est reparti sur sa logique. Et ça, d'une certaine manière, ça montre bien qu'il n'a pas compris sur le fond sa situation. Alors, il l'a pas compris, on l'est pas à le comprendre. Parce qu'il faut dire, et ça, Georges, tu as entièrement raison, tout le discours qui est tenu par les dirigeants européens, que ce soit Macron, que ce soit Starmer, que ce soit Scholz, encore. Kaja Kallas. Voilà. Je parle même pas de cette hystérique. Bon, mais, ça. Oui, porte-parole. Bon, ok. Mais les ministres des Affaires étrangères européennes. Donc, les gens un petit peu sérieux, ça contribue à enfermer Zelensky dans l'idée que finalement la situation est difficile, mais elle n'est pas désespérée. Non, la situation actuellement, catastrophique. Elle est catastrophique. Et ils ont fait avec Zelensky comme ils font avec l'Ukraine. Tout à fait. Ils le poussent, vas-y. Et tout à coup, ils se retournent. Où sont les autres? Encore une fois, avant tout ça, il y a 5 jours, c'était 5 jours avant la rencontre avec Zelensky, il y a ce non-veto des Français et des Britanniques. C'est un lâchage en race campagne. Normalement, Zelensky aurait dû se dire, oulala, ils disent beaucoup de choses, mais en fait, là, il y avait l'occasion de stand up for Ukraine, comme ils disent, et de stand up, rien du tout. L'autre chose, c'est que quand même il y a un précédent, les choses s'oublient rapidement, mais le directeur du Trésor américain, le nouveau Solent, comment il s'appelle, bref, le nouveau est allé à Kiev, et ça s'est très très mal passé. Il s'est fait tancer vertement par Zelensky. Ils n'ont pas beaucoup apprécié les Américains ni Donald Trump. Donc il était déjà dans une logique d'affrontement. Maintenant, sur ce que vous dites sur les terres rares, c'est un des sujets essentiels. Voilà, c'est un des sujets essentiels. Ce n'est pas pour rien que Donald Trump a parlé du Groenland. Ce n'est pas pour rien que la Commission européenne sacrifie un peu plus nos agriculteurs pour passer des accords sur les terres rares avec l'Australie, sur les bovins, qu'elle passe des accords avec le 1er février, 40 000 tonnes de poulets supplémentaires pour avoir du lithium chilien. Donald Trump marque son besoin de terres rares. En fait, le message, je pense, est envoyé surtout au-delà de l'Ukraine à Vladimir Poutine, au Kremlin, qui l'a parfaitement compris et qui déjà dit il n'y a pas de problème. Nous, on va exploiter ces terres, on vous les vendra. Ça se trouve, ils se sont mis d'accord sur un tarif préférentiel. Ce qu'il faut savoir que c'est déjà une mine normale, c'est compliqué. Là, c'est les mines de terres rares sont des choses qui mettent des années à se mettre en route. C'est énormément d'investissements. Il faut creuser beaucoup de terres. C'est infinitésimal. C'est du gramme à la tonne. Vous brassez. C'est pour ça que les citoyens en Europe refusent. On a des terres rares. On a ou des mines de lithium possibles, mais personne ne veut les ouvrir parce que tout le monde sait très bien quelle est la conséquence. C'est un chambardement écologique absolument colossal. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Jacques. C'était plutôt un moyen de faire pression et de faire un show aux Américains, de dire je vais les faire payer parce que Biden lui donnait notre argent pour rien. Mais dans la concrétude, il faut 5-6 ans pour que ça se mette en route ces méga mines. Et je pense que s'il veut en acheter, ça sera plus rentable, et je suis intimement convaincu que ça fait partie des accords qui sont déjà en train de se mettre d'accord avec Vladimir Poutine pour l'exploitation de ces terres rares, et il y aura un prix préférentiel pour les Américains. Tout à fait. Je vais poser finalement une dernière question et je vais vous demander d'être bref, parce que ça reste une question intéressante. C'est tout ce que vous venez de me dire là, finalement, je l'ai assez peu vu, assez peu entendu, ni à la télévision, ni dans les journaux. Donc comment vous expliquez justement cette différence d'analyse ? Elle est présente. En fait, depuis le début de la guerre en Ukraine, si on veut être informé, il faut pas lire la presse française. Même la presse britannique, qui est quand même d'un niveau au-dessus de la presse française. Il y a quelques articles dans le Guardian, mais ça va pas très loin. Ce qu'il faut lire,
c'est la presse indienne. D'ailleurs, il existe une presse indienne en anglais, qui est qui est remarquable. Il y a des traducteurs qui marchent. Bon, la presse de Singapour, la presse chinoise, la presse brésilienne. Enfin, il y a des outils de traduction sur Google, même les langues qu'on parle pas. Les communiqués Voilà. de la Maison Blanche, du Kremlin. Tout à fait. Il y a un truc qui s'appelle la Rand Corporation. Oui. Mais Jacques en a parlé, j'en ai parlé. En fait, votre question est un peu étrange. Il y a des gens qui font bien leur travail, puis des gens qui font n'importe quoi et qui brassent de l'air chaud. Et donc, la Rand Corporation, il me semble que c'est en 2018, avait fait une étude sur la possibilité de nuire à la Russie géopolitiquement en suivant la logique néoconservatrice mis clairement sur le papier en 1996 par un certain Zbigniew Brzezinski qui disait qu'il faut faire la guerre, enfin qu'il faut conquérir l'Ukraine et la découpler des Russes. Donc tout ça est vieux, enfin c'est connu par les gens qui suivent tout ça. Et la Rand Corporation, donc il me semble que c'est en 2018, il y a un rapport, il est accessible. Tout le monde peut le lire. Darius Rogemin peut le lire. Dit s'il y a une guerre, ce sera une catastrophe et pour l'Ukraine, mais c'est une possibilité d'affaiblir la Russie. CQFD, ça s'est exactement passé comme ça. Ils sont sérieux. Il y a un autre rapport de la Rand. Alors, je connais bien la Rand. J'y suis allé régulièrement dans les années 90, au nom du ministère de la Défense, français d'ailleurs. J'y allais pour discuter avec les analystes de la Rand. C'est des gens que je connais bien. Bon, ils ont fait un rapport en 2023 où ils expliquaient que l'Ukraine ne pouvait pas gagner et que plus la guerre durerait, plus les pertes ukrainiennes, que ce soit les pertes humaines ou les pertes en territoire, seraient importantes. Donc, tout ceci est connu. Les gens qui veulent sont parfaitement capables d'y avoir accès. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas. Et c'est ça le problème de la presse française. Et vous avez regardé, par exemple, si vous prenez... si vous suivez la géopolitique américaine, rien qu'en lisant, mais sérieusement. Mais vous savez que pour les réalistes, à commencer par Henry Kissinger, qui est quand même un dur réaliste américain, mort récemment, le cauchemar géopolitique des États-Unis, c'est une alliance durable entre la Russie et la Chine. D'ailleurs, il avait fait moult efforts quand il était conseiller de la sécurité puis ministre des Affaires étrangères, disons, enfin de Secretary of State, à l'époque de Nixon. Ça remonte quand même pour casser la relation entre la Chine de l'époque avec l'URSS. Donc c'est vraiment... Et là, on a de facto l'échec du projet néoconservateur. Ils n'ont pas défait la Russie, elle n'est pas divisée en 12 ou 15 nations différentes. Ça n'a pas marché, son économie s'est renforcée, son armée s'améliore, ça devient un acteur puissant, quatrième économie mondiale selon le FMI. Échec total. Il y a, je crois, 10-12% des réserves de terres rares en Russie, énormément en Chine. Il y en a en Corée du Nord. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, Donald Trump faisait pas de deux avec Kim. Il se retrouve dans une situation où il faut un peu décorréler la Russie de la Chine. Il faut lui donner des gages. Tout ça est complètement naturel comme l'air qu'on respire quand on s'intéresse à ces questions ou qu'on lit juste les Américains. Il n'y a même pas besoin d'aller à Singapour. Mais en plus, quand on ajoute l'Inde, le Brésil, quand on se penche sur ce qui se passe, on découvre que oui, le monde est un peu différent comme on le voit dans les éditoriaux du Monde, de l'Express ou de Nouvel Obs. Ce sera la conclusion de cet échange consacré à cet épisode marquant. Donc la semaine prochaine, on va faire ensemble un bilan du conflit. On verra comment justement il va pouvoir évoluer ces prochaines années, notamment du côté de l'UE et surtout de la France. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous.